Vous écoutez Les Procès de l'Histoire, épisode 4. L'affaire du collier de la reine. Deuxième partie. Le fameux collier fait 2840 carats. C'est quelque chose de considérable. Évelyne Levert, historienne et auteure du livre L'affaire du collier. Il avait été conçu par deux joailliers qui avaient réuni les pierres qui étaient de l'eau la plus précieuse. Ce sont uniquement des diamants. Et ces joailliers, Beumer et Bassange, avaient essayé de le vendre dès 1773 à Louis XV tout d'abord. Vous avez voulu faire quelque chose de gigantesque, 647 pierres. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Louis XVI. 2800 carats, quelque chose d'éblouissant, fastueux. Et puis Louis XV était mort, et ensuite ils avaient essayé de le vendre dans toutes les cours d'Europe. Et il l'avait proposé à Louis XVI pour la reine. Louis XVI l'avait eu dans son cabinet. Au moment de la naissance de Madame Royale en 1778, le roi voulait le lui offrir, mais ce collier coûte très cher. Nous avions alors plus besoin d'un vaisseau de guerre que d'un collier. Marie-Antoinette, reine de France. C'était en 1778 et nous soutenions les Américains lors de leur guerre d'indépendance face aux Anglais. Je venais de mettre au monde ma première fille. Les Beumer sont venus me proposer un collier incroyable. De 21 pièces de 647 gemmes, pesant 2800 carats et d'une valeur d'1 600 000 livres. Une merveille. Les joailliers ont insisté longtemps. Lourdement. J'ai dû les sommer de ne plus jamais me parler de ce collier. Le collier, 1 600 000 livres, c'était une somme énorme. Cela représentait l'équivalent de l'achat de 3 châteaux en Île-de-France avec 500 hectares de terre ou 6 ou 7 hôtels particuliers dans Paris. C'était donc un prix absolument exorbitant. Inachetable. Mais les Beumer, endettés jusqu'au cou par leur chef-d'œuvre, sont aux abois. Ils doivent à tout prix trouver une solution. C'est alors que la rumeur que la comtesse de La Motte est en faveur auprès de la souveraine attire leur attention. Madame de La Motte se prétendait partout l'amie de la reine. De ce fait, les joailliers lui présentèrent leur collier. Madame de La Motte, évidemment, voit là l'occasion unique d'escroquer de façon gigantesque le cardinal. C'est vrai, je fus estomaquée par cette parure. J'en avais plein les yeux, tous ces diamants. Et j'ai tout de suite pensé au cardinal. Il pouvait bien se l'offrir si la fantaisie l'en prenait. Madame de La Motte a dit au cardinal que la reine voulait acheter le collier par son intermédiaire à lui. Elle a un esprit tout à fait pervers, malin. Mais très ingénieux, cette astuce de Jeanne, de faire croire au cardinal que Marie-Antoinette désire acheter le collier avec discrétion, sans que le roi le sache, et que le cardinal agisse comme intermédiaire. Bien évidemment, j'ai été extrêmement surpris par cette demande, surtout se référant à un tel objet, une somme si considérable. J'ai exigé des garanties. Un billet signé Marie-Antoinette de France demandant au cardinal de négocier le collier. Oui, un contrat d'achat étalant les versements sur 2 ans en 4 quartiers de 400 000 livres. Signé Marie-Antoinette de France et surchargé des approuvés. Sauf que ce contrat est un faux. Et la signature Marie-Antoinette de France, une grossière falsification. Les reines ne signent jamais autrement que par leur prénom. Comment un cardinal de Rohan, grand aumônier de France, peut-il être assez bête pour n'avoir pas vu la forfaiture? J'ai hésité. Mais j'avais entre mes mains ce document signé de la reine. J'ai pensé que tout était en ordre. Et je suis allé voir les joailliers, auquel j'ai dit acheter le collier au nom de la reine. Le 1er février 1785, les Beumer se présentent à l'hôtel de Rohan. Ils apportent au cardinal le fameux collier. Rapidement, on échange le bijou contre son contrat d'achat.
La satisfaction est générale. Les joailliers partis, le cardinal saute dans son carrosse et se rend à Versailles, place Dauphine, dans l'appartement de la comtesse de La Motte. À peine suis-je arrivé, on frappa à la porte de l'appartement. La comtesse me fit rapidement passer en silence dans un petit cabinet à porte vitrée pour que je visse sans être vu. Et ce que j'ai vu, c'est un homme s'avancer dans l'appartement, mince, le teint pâle, portant le costume de valet de chambre de la reine. Il me sembla même l'avoir déjà vu à Versailles. Il s'écria « De la part de la reine ». Madame de La Motte, avec respect, lui remit le coffret contenant le collier. Tout me parut normal. Normal? Pas tout à fait. Le messager n'était pas un valet de la reine, mais l'amant de Jeanne. Naturellement, Madame de La Motte n'a pas remis le collier à la reine. Avec son mari, Monsieur de La Motte, et avec son amant favori, Rétaux de Villette, dans la même soirée, ils ont pris des couteaux de cuisine et ils ont démonté le collier. Et dépecé de façon lamentable avec des couteaux de cuisine, on a abîmé les pierres. Et comment pouvais-je deviner ce qui se tramait à mon insu? Oui, très vite, Rohan va commencer à se poser des questions. La reine ne porte pas le collier et Jeanne lui demande de prendre en charge le premier versement. Et puis, évidemment, l'intrigante finit par lui annoncer que la reine trouve le collier trop cher. Très inquiet, le cardinal s'en ouvre à son ami, Cagliostro. Son mage et alchimiste, qui lui a commencé à émettre des doutes sur l'authenticité de la signature. Le Rohan, à la suite de ça, avait obtenu des spécimens de lettres de Marie-Antoinette, et il s'est aperçu qu'en effet, c'était une fausse signature. Qui croire? Je me suis senti profondément seul. Même s'il a des doutes et qu'il est inquiet, Rohan n'a toujours pas compris le rôle de Jeanne. Mais si pour Jeanne le danger ne vient pas du cardinal, elle sait par contre que les joailliers pourraient réclamer le montant du collier directement à la reine. Elle prend donc les devants, va voir les Baumère et leur joue la comédie d'avoir découvert que le cardinal a été abusé. Et que le traité était un faux. J'ai pensé que c'était de mon devoir de prévenir ces joailliers, d'autant que c'était par moi qu'ils avaient rencontré le cardinal. Je leur ai conseillé d'aller vite se faire payer par Rohan, riche comme il est. Cette femme est le diable en personne. Donc les Baumère sont affolés, et comble de la perversité, Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Louis XVI. Madame de La Motte, le soir même, va voir le cardinal. Madame de La Motte, très agitée, est arrivée chez moi en mon hôtel de la rue Vieille du Temple. Elle m'a dit qu'elle sortait juste de chez la reine et que celle-ci lui avait expliqué que, comme je n'étais pas en mesure de régler la première échéance à sa place, elle était bien déterminée à la faire arrêter, à me désavouer et à me perdre. Jeanne et ses complices ont tout prévu. Utiliser le cardinal comme intermédiaire, faire rédiger un faux contrat, faire retomber sur Rohan le paiement du collier. Tout, sauf la réaction des joailliers. Ce n'est pas au cardinal de Rohan que les Baumère décident de demander des comptes, mais à Versailles. La machine et la raison d'État se mettent en ordre de marche, inexorables. La richesse et la grandeur de Jeanne de La Motte durent 6 mois. 6 mois de dépenses somptuaires de tous ordres, vêtements, bijoux, carrosses, pendules, fêtes. 6 mois correspondant à la première échéance de 400 000 livres prévue pour le paiement, soi-disant par la reine, du collier. 6 mois au bout desquels les pires craintes de Jeanne se concrétisent. Et c'est à ce moment-là que le drame a éclaté lorsque les joailliers sont venus demander à la reine si elle voulait bien s'acquitter du premier versement. Je suis tombée des nues. Les Baumère m'informent de toute l'histoire. Ils me montrent la copie du contrat. Je n'ose pas comprendre. Et pourtant, Rohan s'est bien permis d'utiliser mon nom pour voler le collier, vendre les diamants et éponger ainsi ses dettes notoires. C'est à peine imaginable. Rohan a commis un crime contre ma personne.
C'est une imposture d'autant plus grave qu'elle accrédite les rumeurs calomnieuses sur la frivolité de la reine et sa passion pour les bijoux. Louis-Charles Auguste, baron de Breteuil et ministre de la maison du roi. Je suis très inquiet pour elle. Son impopularité va grandissante. Beaucoup de pamphlets l'ont déjà traînée dans la boue. Elle passe pour une femme frivole, pour une femme qui trompe son mari. On lui prête des quantités d'amants. Cette mauvaise réputation de dilapider des fortunes au jeu et de faire la fête toute la nuit au bal de l'opéra rend plausible pour certains que la reine soit impliquée dans cette escroquerie du collier. Et dans le même temps, accrédite cette même mauvaise réputation pour ceux qui en doutaient. Ragots et calomnies. Comment peut-on envisager que j'ai pu même seulement imaginer acquérir un bijou d'un tel prix à l'insu de Louis? C'est stupide. J'aurais été dans l'incapacité d'en faire étalage en public. Heureusement, j'ai mon cher Breteuil qui va dénouer les fils de cette imposture et confondre avec éclat cet escroc de cardinal. Compte tenu de l'animosité connue de Breteuil à l'égard de Rohan, le faisceau d'accusation va se concentrer sur le cardinal de Rohan. Incroyable mais vrai. Le cardinal s'est comporté comme un vulgaire coquin. Rohan est coupable de faux, escroquerie, crime de lèse-majesté. La sanction doit être exemplaire et le roi sans pitié. L'intention de Breteuil étant de laisser le cardinal s'enferrer et puis de bondir sur la proie une fois qu'il sera bien pris dans le piège. J'ai informé le roi et la reine des conclusions de mon enquête, ça ne fait aucun doute. Rohan a volé le collier pour couvrir ses dettes immenses. Louis m'a prouvé son attachement. Il a décidé d'agir en roi et en mari. De frapper fort, en faisant condamner le cardinal le jour de l'Assomption devant tous les courtisans. Rohan mérite l'humiliation suprême. Le cardinal de Rohan a été conduit à la Bastille au lendemain du 15 août 1785, c'est-à-dire le lendemain de l'arrestation. Moi, un Rohan, traité comme un homme du peuple, arrêté comme un vulgaire escroc devant les miens, devant mes amis, devant Dieu, j'ai cru mourir de honte. Et à la Bastille, il n'a pas été mis au cachot, qu'on se rassure. Le cardinal de Rohan a vécu même assez somptueusement. Il continue à vivre au grand train, dans un luxe tapageur. Et il reçoit ses amis, même ici, à la Bastille. Moi, ils ont osé me mettre dans une cellule sans un confort digne de mon rang. Moi, une Valois, à la Bastille. Pendant ce temps, le comte de la Motte, Rétaux de Villette et mademoiselle Le Guay se sont réfugiés à l'étranger, bénéficiant de la mansuétude du pouvoir, peu enclin à les arrêter. Pourquoi voulez-vous que le baron de Breteuil fasse quérir ceux qui peuvent m'innocenter? Je me contente de servir mon roi. Mon roi et l'honneur du royaume. Louis XVI a hésité. Il a voulu se montrer prince libéral. Et il propose donc à Rohan de choisir la procédure justice déléguée par le Parlement ou justice réglée par lettre de cachet. Avec le Parlement, ce sera un procès en bonne et due forme. Et il risque le billot pour escroquerie et crime de lèse-majesté. Mais avec la lettre de cachet, c'est admettre ma culpabilité, puisque je dois faire appel à la clémence royale qui ne peut faire moins que me déchoir et m'envoyer en exil. Or, il n'est pas question que je me résigne à passer pour un vulgaire escroc, car je suis innocent. Le plus étonnant est que cet aigrefin de cardinal persiste à clamer son innocence, arguant que l'attitude de la reine n'est que façade, qu'elle lui a bien secrètement témoigné sa confiance, qu'elle protège et connaît la comtesse de la Motte. Il se sent innocent et par conséquent, il veut se justifier. Je choisis donc de m'exposer au jugement du Parlement. Je choisis le procès. Je risque peut-être ma tête, mais c'est aussi la seule possibilité pour moi de sauver mon honneur, ce qui est, pour moi, de loin, le plus important. Les parlementaires ont été absolument ravis parce que c'était avoir entre leurs mains le cœur du royaume.
Louis XVI offre ainsi au Parlement une occasion en or de contester son pouvoir. Il se fragilise face à ses opposants de plus en plus nombreux en demandant à Rohan de décider à sa place, de lui céder une prérogative royale. Nous sommes dans notre bon droit. Le cardinal est coupable. Louis n'a donc aucun motif de douter que les magistrats, tels Omer Joly de Fleury, le procureur général, ne suivent sa requête. Les magistrats partaient sur des bases qui leur indiquaient qu'il fallait châtier un coupable et que ce coupable était le cardinal. Les magistrats savent donc ce que veut le roi, et la procédure peut commencer. Jeanne y exprime une nouvelle fois ses charmes et sa duplicité. Elle nie, clame son innocence, endosse le rôle de la victime, accable Rohan. Je récuse toute responsabilité. Tout ce dont m'accuse Rohan est faux. A-t-il la moindre preuve? C'est le cardinal, aidé de son saltimbanque de Cagliostro, qui a tout manigancé. Quel infernal scélérate! C'est un monstre d'ingratitude qui a abusé de ma bonne foi pour s'approprier elle-même le collier. Louis-René-Édouard de Rohan, cardinal et grand aumônier de France. Et c'est moi qui passe pour le voleur? Je préfère 1000 fois la mort à un soupçon aussi avilissant. Dans un préambule à leur conclusion, les magistrats accusent le cardinal et la comtesse de manœuvres criminelles et indécentes, compromettant l'honneur et la dignité de la reine. Nous sommes tenus au courant des moindres détails de l'affaire. Les avocats avaient simplement la possibilité d'écrire des factums. Des fascicules, par l'entremise desquels les avocats s'affrontent en publiant les histoires de leurs clients, dont l'opinion se délecte, à la cour comme à la ville. Vous imaginez les gorges chaudes que l'on peut faire de tout cela. J'en souffre. Le nom de la reine est traîné dans la boue. Et ce procès nuit plus à sa considération que tous les fascicules publiés contre elle. L'opinion publique, le clergé, la noblesse dénoncent à corps et à cri le despotisme royal. Dès la fin de septembre, le public prend le parti du cardinal de Rohan. Et le clan Rohan a eu l'habileté de se concilier les membres du Parlement. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Louis XVI. Et de s'unir avec la haute noblesse, avec la robe. Et même le peuple, qui me soutient avec enthousiasme. Oui, j'ai la chance d'avoir une famille et des amis qui se mobilisent pour me défendre, allant jusqu'à mener leur propre enquête. On a recherché les complices de Madame de la Motte. En effet, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, le comte de Vergennes, protecteur habituel des Rohan, s'active et fait jouer son réseau à l'étranger pour faire arrêter le faussaire des lettres et la doublure de la reine, afin qu'il témoigne et innocente le cardinal. Les puissants amis du cardinal ont beau se démener en France et à l'étranger et essayer de rejeter la responsabilité sur de la petite canaille, il n'en est pas moins vrai que tout l'accuse. N'est-ce pas Rohan lui-même qui a reçu le collier directement des mains des Beaumère? L'affaire du collier est devenue une affaire d'État. La justice parlementaire va-t-elle donc condamner Rohan ou va-t-elle s'opposer aux volontés royales? Jeanne et ses complices vont-ils être reconnus coupables? C'est tout l'enjeu désormais de l'affaire du collier. Le 1er avril, le prince de Rohan et Jeanne de la Motte sont confrontés l'un à l'autre. Jeanne, le front armé d'insolence, face à son ancien amant, Rohan, investi d'une sereine supériorité. On eût dit que chacun d'entre nous a résolu la perte de l'autre. Ah, cette confrontation avec Jeanne fut douloureuse. Que d'impudence, que d'hypocrisie, que de mensonges. Elle a évidemment beau jeu d'affirmer que c'est bien moi qui ai rédigé le contrat, que c'est bien à moi que les Beaumère ont remis le collier, en oubliant d'avouer que c'est elle qui avait fait faire les fausses signatures et approuvé, et elle qui avait gardé le collier. J'ai été abusé par envoûtement, par séduction. Le cardinal a beau plaider la séduction, se dire le jouet de cette intrigante, il n'en reste pas moins coupable. Coupable? Peut-être pas. Car la vérité éclate et redonne espoir au cardinal lors d'une confrontation organisée par les magistrats
entre Jeanne de Lamotte et ses complices incarcérés, Mademoiselle Leguet et Rétaux de Villette, la prostituée et l'amant. Les magistrats ont compris que finalement, c'était Madame de Lamotte qui avait été le cerveau de l'affaire, qu'elle avait volé le collier. Alors là, elle s'est vue prise au piège. Je suis folle de rage. Ils ont osé déclarer avoir joué des rôles imposés par moi, alors que c'était des ordres de la reine. Ils ont même introduit le père Lot, mon chapelain, au courant de tous mes secrets. J'ai eu beau les injurier et proclamer mon innocence. Ils ont témoigné tous contre moi. Même Rétaux. Et oui, son amant avoue la fausse correspondance que Jeanne a imaginée entre le prince de Rohan et Marie-Antoinette, avec des lettres de la reine écrites par lui. Jusqu'alors, son affaire avait relativement bien tourné. Évelyne Levert, historienne et auteure du livre L'affaire du collier. Et à partir du moment où elle a vu qu'elle était confondue, elle est devenue littéralement folle. On l'a vue mordre les gardes, elle a renversé un énorme chandelier, elle a failli mettre le feu. Complètement folle, hystérique, à l'écoute de Nicole Leguet, la prostituée des allées du Palais Royal, qui raconte comment elle s'est fait passer pour Marie-Antoinette dans le Bosquet à Versailles. Je vois bien qu'il y a un complot contre moi. Ils veulent que je sois seule accusée d'un crime que tous ont commis. Cette scélérate n'existe que pour mon supplice. Et je sens bien qu'on s'interroge, sans oser me poser la question, sur les liens qui m'unissent à elle. Un flot de haine contre ma personne s'est emparé du royaume. La populace qui se repaît de ces libelles, qui les croit, parce que la police les pourchasse les auteurs de ces libelles, qui donc sont persuadés que la reine a été la maîtresse du cardinal, que peut-être le cardinal a contaminé la reine. L'opinion est prête à le croire. Et on déverse sur Marie-Antoinette des tombereaux de littérature pornographique. Je me sens lasse et inquiète. Je suis au bord de l'écœurement. La reine est au supplice. Il est temps que tout cela finisse. Que les coupables soient condamnés et que l'on arrêtât de ne parler que de cela. Louis-Charles Auguste, baron de Breteuil et ministre de la Maison du Roi. Et c'est avec satisfaction que je vois ce procès arriver à son terme en écoutant le procureur général Joly de Fleury prononcer le réquisitoire convenu avec le roi. Il a demandé pour le cardinal un acte d'amende honorable envers les souverains, la démission de ses charges et l'exil. La cour maintenant n'a qu'à bien juger. La cour délibère toute la journée et le jugement tombe. Jeanne de Lamotte est condamnée à être fouettée, marquée au fer rouge du V de voleuse et à la réclusion à vie. Son mari, lui, est condamné par contumace aux galères et son amant au bannissement à perpétuité. Quant au cardinal de Rohan... Par 26 voix contre 23, je suis déchargé de toute accusation. J'ai du mal à cacher mon immense satisfaction devant cette expression de la justice. La famille Rohan est aux anges. Donc ça va être une explosion de joie de la part de la foule. Aux abords du palais, la foule se met à hurler « Vive le Parlement! Vive le cardinal innocent !» Plusieurs milliers de personnes accompagnent le cardinal jusqu'à la Bastille, où il doit encore passer la nuit. Les magistrats sont couronnés de fleurs. Et l'opinion est persuadée que la reine est plus ou moins mêlée à l'affaire et qu'elle a utilisé Madame de Lamotte. Peut-être qu'elle s'est approprié le collier. Je considère ce jugement comme un second crime de lèse-majesté. C'est comme si on me giflait publiquement. L'image de la reine est figée définitivement. C'est une femme adultère, c'est une femme vénale et c'est une femme qui se vend à l'étranger. Le roi est fou furieux parce que, évidemment, blanchir le cardinal de Rohan... c'est condamner la reine. Intolérable. Et pas un seul mot pour fustiger la folle conduite du cardinal. Le roi ne peut laisser passer une telle humiliation.
il a décidé avec justesse de révoquer publiquement Rohan de sa charge de grand aumônier et de le contraindre à l'exil. Mais cette décision royale attise l'indignation générale. Pour l'opinion, cela revient à disqualifier le Parlement, auteur de cette absolution, en même temps que punir l'homme qui en est le bénéficiaire. On crie à la tyrannie. Cette affaire du collier a été dramatique en termes d'image pour la monarchie. Parce que c'est lui, aux yeux de l'opinion, qui a voulu que l'on condamne le cardinal au nom de sa propre justice. Le cardinal de Rohan part donc en exil, tandis que Jeanne de La Motte prend connaissance de son châtiment, immédiatement exécutoire. Quoi? Rien pour ce grand coquin de cardinal? Et moi, on veut me marquer au fer rouge? Duvet de voleuse? Moi, de sang royal? J'en appelle à la justice divine. À Dieu! C'est une honte, une infamie. Certains espèrent que je fasse en sorte que le fer rouge lui soit épargné. Au nom de quoi, je vous prie? Elle l'a bien mérité. Moi, c'est le fer rouge de l'opinion injuste qui me scarifie. À jamais. Dès que Jeanne aperçoit les instruments du supplice, elle vomit des injures. On va donc la fouetter, on va la marquer au fer rouge, elle va se débattre dans sa fureur, elle mordra jusqu'au sang un des huissiers qui était chargé de la tenir. Que ce procès et cette sentence soient le signe que l'on ne bafoue pas impunément le nom d'une reine. Et le procès du cardinal, en fait, a été le début du procès contre la reine et du procès contre la monarchie. Un cardinal escroc, la reine impliquée dans une affaire de faux. Que de fange sur la crosse et le sceptre. Quel triomphe pour les idées de liberté. C'est donc tout un système politique qui est en train de se dégrader. C'est donc les prémices de la Révolution. L'affaire du collier aura ainsi participé de cette faille grandissante qui, en cette seconde moitié du XVIIIe siècle, n'a cessé de se creuser entre la monarchie et la société. Une faille qui irrémédiablement a conduit à la Révolution. Jeanne de La Motte ne restera en prison qu'à peine une année, car elle s'en évadera en envoûtant son geôlier de ses charmes. 4 ans plus tard, à Londres, où elle s'est réfugiée, Jeanne, incapable de supporter plus longtemps son extrême misère, se jettera par la fenêtre. Le cardinal de Rohan ne restera en exil que 3 ans, avant de regagner son diocèse alsacien à l'aube de la Révolution. Révolution qu'il n'acceptera jamais et à laquelle il s'opposera en se mettant du côté de l'émigration et en levant des troupes pour l'armée de Condé, qui se bat contre la République. Marie-Antoinette mourra sous la guillotine en 1793. Au cours de son procès par le tribunal révolutionnaire, il lui fut reproché, entre autres crimes, d'avoir été le bourreau de Madame de La Motte. Quant au collier, on perdit sa trace du côté de Londres. Mais de nos jours, l'on prétend qu'un rang de diamants, élément issu du collier, ferait partie du trésor de la couronne britannique. Et une marquise portugaise prétend aussi posséder une paire de boucles d'oreilles dont les diamants viendraient du collier diabolique, fossoyeur de la monarchie française. Vous venez d'écouter Les procès de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les procès de l'histoire, l'affaire du collier de la reine est un podcast coproduit par Injam Productions et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les procès de l'histoire, coproduite par Injam Productions et Synapas Télévision, avec la participation de toute l'histoire, imaginée et réalisée par Guylain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Guylain Vidal. Avec Stéphanie Reynaud dans le rôle de Jeanne de La Motte, Xavier Brière dans le rôle du cardinal de Rohan,
Lorraine de Sagazan dans le rôle de Marie-Antoinette et Jean-François Vléric dans le rôle du baron de Breteuil. Historiens, Evelyne Levert et Jean-Christian Petit-Fils. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.